Bonjour, cette vidéo présente le classement des programmes des 6 candidats dont j'ai pu étudier les mesures, parce qu'elles sont chiffrées, et formule des conclusions. Donc, tout d'abord, pourquoi ai-je publié seulement début avril des études de programmes de candidats et leur classement? Tout simplement parce que les données importantes de certains programmes ont été publiées début avril. Ensuite, attention, l'étude qui a été faite est un chiffrage objectif et rationnel des programmes économiques et environnementaux de candidats, fondé sur la méthode M2P3, le modèle macroéconomique et le simulateur SimP3, tous trois présentés dans ma chaîne. Rappelons, soulignons que seuls ont été étudiés des programmes économiques et environnementaux des 11 candidats à l'élection présidentielle dont j'ai pu chiffrer les mesures. Et donc, 6 programmes ont pu être étudiés. En ce qui concerne le classement, les programmes de ces 6 candidats sont comparés d'une part au meilleur programme qui a été trouvé avec la méthode M2P3 qui est présentée dans ma chaîne, d'autre part avec un programme neutre, défini avec neutralité des décisions des dirigeants, c'est-à-dire sans décision de leur part, c'est-à-dire statu quo, ce qui concerne les prélèvements obligatoires, ce qui concerne les dépenses, etc. Sont rappelées ici les situations économiques et financières de la France en 2012, situation synthétisée par la note AA+, en 2016, note AA, soit pendant cette période un déclin significatif. Dans le tableau ci-dessous qui présente le classement, nous trouverons la situation économique et financière pour chaque programme en 2021, obtenue par le simulateur, l'évolution de la situation économique et financière pour chaque programme entre 2017 et 2021, et le nombre de contraintes non respectées, contraintes financières et économiques, dont les contraintes de Maastricht. Rappelons qu'au total, il y aurait 17 contraintes à respecter. Le programme de Jean-Luc Mélenchon serait classé 8e, avec une note économique et financière en 2021 de la France, BBB, soit 5,29, ni prospère ni dégradé, un déclin très significatif, 16 contraintes non respectées sur un total de 48 années. Le programme de Benoît Hamon serait classé 7e, avec une note de BBB+, situation quasi très peu prospère, déclin très significatif, nombre de contraintes non respectées, 9 sur un total de 29 années. Nous trouvons ici le programme neutre, c'est-à-dire programme qui serait mis en œuvre sans aucune décision, comme nous l'avons évoqué. La France serait dans une situation avec une note de A-, très peu prospère, déclin très significatif, 11 contraintes non respectées sur 32. Le programme de Marine Le Pen serait classé 5e avec une note de A, situation quasi peu prospère, déclin significatif, 14 contraintes non respectées sur un total de 34 années. Le programme de François Fillon serait classé 4e, situation peu prospère, note A+, déclin significatif, 5 contraintes non respectées sur un total de 15 ans. Le programme d'Emmanuel Macron serait classé 3e avec la note de A+, situation peu prospère, déclin significatif, 9 contraintes non respectées sur 26 ans. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan serait classé 2e avec la note de AA-, situation quasi prospère, déclin significatif, 6 contraintes non respectées sur un total de 13 ans. Et le meilleur programme trouvé avec la méthode M2P3, que nous avons présenté dans une chaîne, obtiendrait la note de AA+, situation quasi très prospère, avec amélioration significative, nombre de contraintes non respectées, 2 sur 6 ans. Résumons maintenant dans un tableau les différentes données macroéconomiques que nous avons obtenues par simulation et que nous avons présentées dans les différentes vidéos pour chacun des programmes des candidats que nous étudions. Donc,
nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine en 2021, variation de ce nombre de postes de fonctionnaires créés ou supprimés, variation des prélèvements obligatoires annuels, total, variation des prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement, inflation moyenne, taux de croissance moyen, pouvoir d'achat moyen, variation des prélèvements obligatoires pour les ménages en milliards d'euros, idem pour les entreprises, variation de la dépense publique décidée, nous intéressons essentiellement à cette première colonne, ratio dépenses publiques sur PIB en 2021, ratio déficit public sur PIB en 2021 et enfin ratio dette publique sur PIB en 2021. Bon, je rappelle que pour le ratio déficit public sur PIB, il faudrait respecter, soi-disant, d'après l'Union européenne, les 3%, et que pour le ratio dette publique sur PIB, il faudrait respecter 60%. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, nous avons déjà indiqué la note. La variation du nombre de demandeurs d'emploi serait une augmentation de plus de 1 300 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Et pour faire court, parce que pour faire un arrêt sur image et étudier chacun des nombres qui sont mentionnés ici, le ratio dette publique sur PIB serait de 142%. Pour Benoît Hamon, augmentation de 635 000 demandeurs d'emploi de catégorie A avec son programme et ratio de 127% dette publique sur PIB. En ce qui concerne le programme neutre, augmentation de plus de 900 000 demandeurs d'emploi et ratio dette publique sur PIB 119%. Ensuite, le programme de Marine Le Pen, augmentation de 790 000 demandeurs d'emploi, ratio dette publique sur PIB 118%. Programme de François Fillon, augmentation de plus de 500 000 demandeurs d'emploi, ratio dette publique sur PIB 95%. Programme d'Emmanuel Macron, augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 560 000 et ratio dette publique sur PIB de 103%. Entre parenthèses, nous ne l'avons pas signalé dans le tableau précédent, mais nous avons bien constaté que les résultats pour les programmes de Emmanuel Macron et de François Fillon sont très voisins en ce qui concerne les notes, puisqu'on obtient chaque fois A+, avec 7,29 et 7,23, et que les différences sur les différentes données macroéconomiques sont indiquées ici et visualisées ici. Chacun se fera son idée. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan, baisse du nombre de demandeurs d'emploi de près de 90 000, rapport dette publique sur PIB 107%. Et le meilleur programme trouvé avec l'étude que nous avons faite, baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 620 000, rapport dette publique sur PIB 95%. Le meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021 et donc 2022 serait un programme d'anti-austérité verte et responsable que nous avons trouvé avec la méthode M2P3, c'est-à-dire le maintien de la France en une Europe réorganisée et modernisée, une anti-austérité modérée avec une baisse modérée des prélèvements obligatoires, baisse des taxes et des impôts pour les ménages et les entreprises, 8% par an, baisse des cotisations de 1% par an, une réduction de la dépense publique de 1,4% par an, et des mesures environnementales, dont une baisse des prélèvements obligatoires de 20% par an sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement. J'ai justifié avec 19 preuves le bien fondé d'un programme d'anti-austérité modérée dans mon livre et dans la chaîne M2P3 présidentielle 2017, meilleur programme. C'était pas un rêve, c'est une réalité, nous y arrivons. Donc c'était pas une utopie,
puisque nous avons justifié que ce programme d'anti-austérité modérée, verte et responsable trouvé pourrait être mis en œuvre. D'ailleurs, le programme économique et environnemental de Nicolas Dupont-Aignan peut être qualifié de programme d'anti-austérité verte et responsable. Il s'y approche, et c'est pourquoi il obtient les meilleurs résultats. Car les prélèvements obligatoires, taxes, impôts, cotisations sur les ménages et les entreprises baisseraient modérément, les dépenses publiques baisseraient faiblement, et donc nous avons effectivement un programme d'anti-austérité. De plus, ce programme d'anti-austérité est vert, car il accorderait une importance, d'après ses propos, à l'environnement. Plusieurs candidats comparent les résultats qu'ils obtiendraient avec leur programme s'ils étaient mis en œuvre par rapport aux résultats du gouvernement précédent de M. Hollande. Donc nous allons comparer. On va comparer les programmes des 6 candidats avec l'évolution de la situation économique de la France de 2012 à décembre 2016 avec François Hollande. Ces résultats, c'était lesquels? Les voilà. Donc en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi, une augmentation de 540 000 et quelques demandeurs d'emploi de catégorie A, un nombre de postes de fonctionnaires plus 100 000 environ, variation des prélèvements obligatoires, etc. et dette publique sur PIB, ratio égal à 100%. On va essayer de comparer. Donc reprenons le tableau que nous avons déjà présenté et rajoutons les données économiques concernant la période 2012-2016 avec le gouvernement ou les gouvernements de François Hollande. Les comparaisons sont assez surprenantes. C'est-à-dire que vous voyez que en 2016, la note obtenue avec François Hollande était de AA, c'est-à-dire 8,31, entre la note de Nicolas Dupont-Aignan et le meilleur programme trouvé avec M2P3. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté d'environ 540 000. Tiens. Mais les programmes que nous avons au-dessus, hormis le programme de Nicolas Dupont-Aignan, ont des scores concernant le nombre de demandeurs d'emploi qui sont soit comparables, soit moins bons, etc. Et si je regarde la dette publique sur le PIB, bon, certes, chaque année qui passe, la dette est augmentée parce que les déficits augmentent chaque année la dette, donc il est difficile de réduire ce ratio, si on peut dire, quand même, 100%. Et en ce qui concerne, si on regarde les dépenses publiques sur PIB, 57,15. Si on regarde au-dessus, dans la troisième colonne, avant-dernière troisième colonne, eh bien, nous observons que les programmes ne font guère mieux, à part le programme de M. Fillon, 48%, le programme de M. Macron, 52%, et le programme de M. Dupont-Aignan. Voilà, chacun tirera les conséquences, mais cette comparaison mérite, à mon avis, d'être évoquée quand on parle des programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Quelles sont nos principales observations sur les résultats de cette étude? Tout d'abord, en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emploi, une certaine déception, car tous les programmes, hormis celui de Nicolas Dupont-Aignan, engendreraient une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A. Alors certes, le gouvernement qui sera en place pourra diminuer le nombre de demandeurs d'emploi en créant des emplois aidés, c'est-à-dire en augmentant la dépense publique, en durcissant les conditions d'inscription des demandeurs d'emploi à Pôle emploi. L'impact d'une éventuelle sortie de l'Union européenne et de la zone euro sur l'économie est relativement faible dans les deux programmes qui préconisent cette sortie, c'est-à-dire le programme de Marine Le Pen et le programme de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Tout simplement parce que la sortie n'aurait lieu au plus tôt qu'en 2020. Nous l'avons évoqué, c'est-à-dire que s'ils prennent le pouvoir en 2017, en 2018, vraisemblablement, ils organiseraient un référendum,
il négocierait la sortie au moins pendant 2 ans, c'est-à-dire 2018-2019, et la sortie effective serait au plus tôt en 2020. Donc finalement, les conséquences dans les chiffres que nous avons présentés d'une sortie de l'Union européenne et de la zone euro pendant le quinquennat futur ont été minimisés par ce constat de date et de délai. En ce qui concerne la dette publique, je suis consterné. Beaucoup de gens qui ne s'en préoccupent pas. Or, fin 2016, elle était d'environ 2200 milliards, 100% du PIB, soit 33 000 euros par habitant, enfants et personnes âgées compris. C'est-à-dire que pour un couple avec 2 enfants, un sac à dos pour la dette publique de 130 000 euros. Et si, fin 2021, cette dette était augmentée avec un programme tel que celui de Jean-Luc Mélenchon à 142% du PIB, ça serait 44 000 euros par habitant, c'est-à-dire un sac à dos de 180 000 euros. Et en plus, il faut le rembourser. Donc là, je ne vais pas montrer les chiffres de remboursement avec les intérêts, mais comme en plus les taux d'intérêt augmentent, je me tais. Alors il est facile, c'est de laisser croire qu'en augmentant les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts, taxes et cotisations, d'une part des entreprises, d'autre part des ménages les plus aisés, on améliorerait la situation des moins aisés et les finances publiques. Oh, ceci est inexact, car il est faux d'espérer qu'il est toujours possible de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'avant de donner sa dernière veste à Paul, Pierre s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la France. Son entreprise périclite. Il licencie ses salariés. Paul est désormais sans emploi. Et sans la veste de Pierre, bien sûr. Et Pierre va recréer ses activités à l'étranger. Et après, on se désole. On se plaint. Bon, évidemment, ceci engendre une augmentation considérable du nombre de demandeurs d'emploi et une augmentation du déficit public. Dommage pour Paul, dommage pour les Français et dommage pour la France. J'ai commencé l'étude que je vous présente et qui a été publiée en 2006, donc il y a 11 ans. Et depuis 2010, je m'y attache très fortement. Pourquoi? Parce que je me dis, mais comment se fait-il qu'on ne peut pas trouver un bon programme pour la France, pour redresser la France économiquement et améliorer sa situation environnementale? Et je dois vous dire que, à ce stade de l'étude, je suis très déçu de constater qu'aucun des programmes étudiés ne redresserait significativement les situations économiques et environnementales de la France dans les 5 prochaines années. C'est une déception profonde, voire une tristesse, et je vous indique tout ceci d'une manière pragmatique. Alors, certains résultats m'ont surpris, les résultats concernant les résultats obtenus avec les programmes des candidats, mais aussi le fait que le programme d'anti-austérité trouvé avec la méthode, d'une manière rationnelle, serait meilleur que les programmes étudiés des candidats. C'est-à-dire qu'en fait, comment se fait-il que les candidats avec le grand nombre d'économistes qui sont autour d'eux, avec leur réflexion, avec leur savoir-faire, n'obtiennent pas des résultats meilleurs? Donc le problème de fond, c'est est-ce qu'il n'y a pas une recherche traditionnelle du meilleur programme pour la prospérité d'un pays qui est faite par certains candidats versus une recherche méthodique à l'aide d'un outil, d'un simulateur, d'un système expert, allez, peut-être un robot avec de l'intelligence artificielle, du savoir-faire, etc., que l'on enregistre dans ces outils, ce que j'ai fait dans le simulateur. Pourquoi? Parce que dans le simulateur, qu'est-ce que j'y ai mis? J'ai mis un modèle qui enregistre le savoir-faire de nombreux économistes imminents, y compris des prix Nobel. J'ai l'impression que certains programmes qui sont proposés ne tiennent pas compte de certains résultats fondamentaux d'économistes.
Donc la question, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre ce que des hommes peuvent trouver, je dirais, traditionnellement, manuellement, et puis qu'est-ce qu'on peut trouver avec une méthode, en utilisant un modèle, avec un simulateur, les trois étant présentés dans ma chaîne M2P3, méthode de recherche du meilleur programme pour la prospérité d'un pays. Avec les résultats que nous avons obtenus lors des études prospectives des programmes que nous avons étudiés, le risque d'une révolution pendant la période 2017-2021 est élevé. Ne pas redresser très rapidement la situation économique de la France la mettrait dans une situation gravissime. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Plein d'experts le disent, l'évoquent. Alors, soyons brefs, une nouvelle augmentation du nombre de demandeurs d'emploi engendrerait des situations humaines insoutenables. Il y en a déjà assez. Il y a un grand nombre de chômeurs en France qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un emploi. Une nouvelle aggravation des déficits publics. Et donc, des grèves, des manifestations, des révoltes, l'insécurité, et puis des ingérences étrangères. Ce serait le chaos, et peut-être une révolution. Par ailleurs, le risque d'une dislocation de l'Europe pendant la période 2017-2021 est élevé. Ne pas réorganiser, moderniser l'Europe la mettrait en péril. Nous l'avons déjà souligné dans une vidéo concernant l'étude de la situation de l'Europe en 2016, qui est dans la chaîne France 2017-2021. Sa dislocation engendrerait des difficultés économiques et financières, y compris une augmentation du chômage. Les simulations des programmes de Mme Le Pen et de M. Mélenchon le montrent. Des flux migratoires, des tensions sociales, etc. Ne pas mettre en œuvre d'urgence les mesures concrètes afin d'améliorer la situation environnementale serait irresponsable. Je sais que quand je dis ça, j'enfonce des portes ouvertes. La COP 21, pour ne parler que d'elle, en 2015, fin 2015, l'a montré. La COP 22 au Maroc en 2016 l'a montré aussi. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il s'agit de recommandations que les États devraient mettre en œuvre, mais quand on sait qu'à partir de 2020, les pays qui polluent dans le monde devraient verser 100 milliards de dollars aux pays du Sud par an, de quoi s'inquiéter. Sans une amélioration, on sait très bien que ce serait gravissime pour la faune, la santé, la flore, etc. Et il ne faut pas oublier, je soulignerai très fortement ceci, c'est que des études ont montré, dont celle de Stern et des études de l'OCDE, que le coût de l'inaction face au changement climatique serait plus élevé que le coût de l'action. Pour terminer, je rappelle les chaînes YouTube dans lesquelles les principaux résultats de cette étude sont publiés, certes dans la présente chaîne, vous y êtes dedans, et dans mes trois autres chaînes, France 2017-2021, qui se veut être la chaîne principale, qui renvoie aux autres chaînes, et qui présente une situation de la France et de l'Europe et de l'environnement en 2016, la chaîne qui présente la méthode, le modèle et le simulateur, et puis la chaîne qui montre comment on a pu rechercher et trouver le meilleur programme pour la période 2017-2021 avec la méthode M2P3. J'espère que les résultats de cette étude sur l'économie de la France, l'environnement et l'Europe pour la période 2017-2021 vous aideront à faire vos choix à l'élection présidentielle de 2017, aux futures élections, et contribueront à l'amélioration de la prospérité de la France. Bon, c'est un espoir peut-être vain, mais bon, je préfère le formuler. Alors cette conclusion, les résultats de cette étude sont développés dans mon livre. Bon, certes, c'était pour la période 2015-2018. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre attention. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, je sais que la plupart des vidéos sont très austères. Bon, je n'ai pas pu glisser trop d'humour quand j'ai présenté tout ceci, parce que, comme je vous l'ai indiqué en conclusion, je suis un peu triste de présenter
des résultats aussi décevants. Bon, juste une remarque, si vous postez des commentaires sur mes vidéos, dont je vous remercie bien sûr, merci de donner vos avis sur l'étude, mais pas vos opinions politiques, parce que vous avez bien compris que le but de ces études, ce n'est pas du tout de faire de la politique. Merci, au revoir.